Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous copro sur le confort d'été en copropriété. Donc je suis Anne-Sophie Pouzol, c'est moi qui vais animer ce rendez-vous. Donc nous allons commencer la présentation. Donc, pour les points techniques, donc vous ne pourrez pas poser de questions à l'oral et votre webcam ne sera pas activée. Donc, pour poser vos questions, je vous remercierai de les mettre dans l'onglet questions en cliquant en bas de votre écran sur la partie Q&R. Nous répondrons aux questions à la fin des interventions. Donc, je vais commencer par une présentation rapide de l'Agence parisienne du climat. Ensuite, Marcel Dorn et Pascal Hirault d'Alter Ene vous feront une présentation des différents éléments à prendre en compte dans le confort d'été. Et ensuite, Monsieur Cousin, donc, qui nous fera un retour d'expérience sur les travaux en cours de sa copropriété. Et nous prendrons ensuite les questions, nous répondrons à l'oral, enfin nos intervenants répondront à l'oral en dernier lieu. Donc, pour commencer cette présentation, donc je vais rapidement vous expliquer comment fonctionne l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris en 2011, qui a 3 rôles aujourd'hui. Donc, c'est informer, conseiller et agir pour le climat. Donc ça, c'est ce que nous faisons notamment par le biais de ces rendez-vous et par le biais d'outils que je vais vous présenter juste après, dans le but d'accélérer la transition écologique. Et on anime également un laboratoire sur toutes les questions de transition. Donc, l'un des principaux outils, notamment là, celui qui va vous intéresser spécifiquement, c'est la plateforme Coach CoPro. Donc, c'est notre outil qui nous permet de faire le lien entre vous et les professionnels et qui permet de faire le suivi de votre copropriété par le biais d'un conseiller ou d'une conseillère à l'Agence parisienne du climat. Autre outil auquel vous pouvez accéder par le biais de la plateforme Coach CoPro, c'est notre annuaire des professionnels. Donc cet annuaire regroupe des professionnels de tous les postes qui pourraient vous intéresser, de l'étape de l'audit jusqu'aux travaux. Donc n'hésitez pas à passer par lui pour trouver des professionnels adaptés. Et ensuite, vous avez une carte des copropriétés rénovées. Donc, cette carte a pour but de vous montrer des rénovations énergétiques déjà réalisées. Vous pouvez également trier les projets en fonction des caractéristiques de votre copropriété et des travaux que vous souhaitez faire. Donc, tout ça passe par la plateforme Coach CoPro. Donc, nous pourrons vous envoyer les liens. Ils sont également dans le PowerPoint pour pouvoir ensuite être accompagné sur votre projet spécifique. Donc, voici les principaux liens. Je vous mets également dans le PowerPoint les prochains événements de l'Agence parisienne du climat, tous ceux qui vous concernent en tant que copropriétaire. Vous avez notamment le prochain webinaire qui sera sur l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons au confort d'été. Donc pour vous rappeler les problématiques actuelles liées au confort d'été, c'est tout simplement des étés sur Paris qui sont de plus en plus chauds. Donc, à partir des analyses de Météo France, nous pouvons voir que les 6 derniers étés ont des moyennes de température beaucoup plus importantes que depuis 91. Donc, vous avez un vrai changement sur ce niveau de chaleur et donc les conditions de résistance à la chaleur qui deviennent plus difficiles. Et sur ce graphique-là, vous pouvez voir que les 10 étés les plus chauds, ce sont des étés depuis 2003 et les 5 derniers ont été dans ces 10 étés les plus chauds. Donc on a une vraie augmentation de la chaleur en été sur Paris
qui se vérifie année après année. Donc, c'est pour ça que nous avons souhaité vous faire ce rendez-vous avec l'entreprise Alter-Ene, donc qui pourra vous apporter de nombreux conseils sur comment améliorer le confort d'été dans votre copropriété. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Hop. Voilà, n'hésitez pas à prendre la main, Monsieur Hierro, Monsieur Dorn, pour la personne qui va intervenir en premier. Bonjour à tous. Donc nous sommes un bureau d'études basé à Paris qui fait partie de la coopérative Alterbâtir. Donc Alteren est membre d'une coopérative d'activité d'emploi que vous connaissez peut-être. C'est vrai que nous nous attaquons à différentes problématiques liées aux bâtiments durables. Nous nous chargeons non seulement d'audit énergétique, mais aussi de maîtrise d'œuvre, de rénovation sur les projets neufs aussi. Et aujourd'hui, on a le plaisir effectivement de vous proposer une petite exposé donc, sur cette thématique importante à la demande de l'Agence parisienne du climat, donc, qui concerne le confort d'été. Je vais donc passer la parole à mon collègue et ami Marcel Dorn, qui j'espère, réussira à vous convaincre de l'intérêt de ce problème. Marcel? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, nous vous proposons d'aborder ce thème du confort d'été qui nous concerne de plus en plus en 3 chapitres. D'abord, quelques notions de base sur le confort. Qu'est-ce qui est le confort thermique? On parlera des températures, de l'humidité, des courants d'air. Après, une partie sur les problèmes spécifiques qu'on rencontre en été par rapport à l'hiver. Donc, ça concerne les effets de serre, de surchauffe, l'accumulation de la chaleur, surtout en ville, et bien évidemment des difficultés à ventiler, à évacuer cette chaleur en été. Et finalement, pour aborder quelques solutions qu'on peut envisager pour le confort d'été, on parlera de l'isolation, du déphasage des matériaux, des techniques d'occultation, végétalisation, mais aussi de quelques gestes au quotidien qui nous aideront à mieux passer l'été, même en ville. Pour la première partie, le confort. Donc le confort, on le rencontre dans plusieurs aspects de l'habitat, du logement. On parle souvent de la qualité de l'air, mais il y a aussi le confort lumineux, luminosité dans l'habitation, dans les différentes pièces. On peut parler aussi des différents espaces qui ont un effet sur nous et sur notre mode de vie et notre bien-être. Il y a le confort acoustique qui est un peu plus difficile à gérer en ville. Et il y a la partie confort thermique dans lequel on trouve la particularité du confort d'été. Mais bien évidemment, le confort d'été n'est pas un aspect tout seul isolé. Il a des relations avec l'acoustique. On pense par exemple, si on veut s'isoler acoustiquement, ben on réduit également les déperditions, on peut augmenter le confort d'été. Par contre, si on veut ventiler en ouvrant les fenêtres, on a en ville des problèmes de bruit, par exemple. Et si on veut travailler en s'isolant du soleil, ben bien évidemment, on réduit la luminosité. Donc le confort d'été et le confort thermique n'est pas une partie isolée. Excusez-moi, mais c'est un ensemble, donc c'est un ensemble à penser dans l'habitat et dans la conception et dans la rénovation, bien évidemment, également aussi. Alors, c'est quoi le confort thermique? Le confort thermique, ce sont des températures homogènes, c'est des taux d'humidité moyenne, acceptable, et c'est aussi les échanges d'air, donc des vitesses de courant d'air qui sont limitées, maîtrisées. On peut dire alors qu'un logement confortable, c'est un logement qui est bien isolé, qui n'a pas de pont thermique, donc des points froids en hiver, des points
chaud en été, qui aussi est une bonne étanchéité à l'air, parce que c'est par l'infiltration d'air parasite qu'on a le froid en hiver et le chaud en été également, qui est bien ventilé pour avoir de l'air frais, qui a aussi des fenêtres performantes. On va voir après quel est le rôle des fenêtres justement pour l'été, et qui présente aussi des protections solaires pour nous protéger. Quand on parle de température homogène, c'est la différence de température entre l'air ambiant et les températures de surface qui nous intéressent. Vous avez peut-être déjà eu l'effet de parafroid dans l'hiver. On peut avoir une température de l'air de 20 degrés, mais si on est entouré de murs qui font 14, on a la sensation de froid parce que la température ressentie, c'est la moyenne entre les deux. Avec un mur isolé qui est à 19 degrés, ces mêmes 20 degrés de température de l'air sont ressentis différemment, donc on se sent mieux en hiver. En général, on peut dire qu'en été, 20 à 24 degrés, voire 26 à l'intérieur, c'est agréable. En hiver, on est plutôt à 19 à 21 degrés de température confortable. Alors, comment ça se traduit? Là, je vous montre deux exemples. Un exemple d'un mur en hiver et un exemple en été. On va voir la différence entre les deux saisons. Vous voyez des coupes d'un mur non isolé à gauche et mur isolé par l'extérieur à droite. À l'extérieur, on a moins 5 degrés et à l'intérieur, on a 20 degrés. Et vous voyez avec le trait noir quelle est la température de surface dans un cas et dans l'autre. Dans le cas d'un mur non isolé, les 20 degrés de l'air se traduisent par une température à la surface du mur à 4 degrés. Donc c'est assez inconfortable en hiver. Si on ajoute un isolant à l'extérieur, tout de suite, on monte cette température à 18 degrés et donc on se sent mieux. En été, ça c'est le même exemple en été, vous voyez en haut le mur dans une coupe non isolée et en bas, vous voyez deux courbes qui présentent la température de l'air extérieur, à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur. Et en haut, vous avez sur le mur également des courbes de température à différentes horaires de la journée. Ce qu'on voit, c'est que la température à l'intérieur varie entre 23 et 27 degrés pendant la journée. La température à l'extérieur monte pendant la journée, elle descend dans la nuit, bien évidemment, et il y a un décalage, mais on voit que la chaleur de l'extérieur parvient à entrer dans le bâtiment. Ce qui est embêtant, c'est qu'au milieu de la nuit, donc 23h, 3h du matin, on a souvent, dans des maisons non isolées, les températures les plus élevées à l'intérieur. C'est là, justement, où on veut dormir, donc ça crée un inconfort. Si on isole ce mur, en haut, dans la coupe, vous voyez l'isolation qui a été rajoutée, on voit bien que la température à l'intérieur est beaucoup plus homogène. Donc l'isolation, on va le revoir après dans les solutions, est aussi une manière d'homogénéiser les températures. Et en bas, vous voyez que la courbe de la température intérieure est assez plate, ça varie très peu. Donc on a bien amorti cette variation de chaleur à l'extérieur. Le deuxième aspect du confort, c'est le taux d'humidité à l'intérieur. On peut dire que entre 40 et 60% d'humidité relative, c'est un environnement assez confortable. En dessous, c'est plus sec et au-dessus, il y a des risques non seulement d'inconfort, mais aussi de bactéries, prolifération de bactéries et des acariens. En été, la différence par rapport à l'hiver, c'est que l'air peut contenir plus d'humidité, donc vous n'allez pas avoir les condensations et éventuellement des formations de moisissures sur vos murs, mais vous allez quand même avoir beaucoup d'humidité qu'il va falloir évacuer. L'humidité à l'extérieur varie beaucoup pendant une journée d'été et à l'intérieur, elle dépend de notre présence, de nos activités et aussi de la manière dont
on échange l'air, donc on évacue l'humidité par la ventilation, par les fenêtres et par d'autres moyens. En été, on ressent un courant d'air de manière différente qu'en hiver. Plus il fait chaud à l'extérieur, plus on a envie aussi d'avoir un peu de mouvement dans l'air. Et c'est ce que représente ce graphique qui montre que en hiver, on évite d'aérer trop, d'être exposé à des courants d'air parce que ça devient vite inconfortable. En été, plutôt, on privilégie des petits courants d'air où on en crée avec des ventilateurs pour se sentir un peu mieux. Après ce petite introduction sur la théorie du confort thermique, quels sont les problèmes spécifiques en été? Alors, on peut les voir à différents niveaux. On peut avoir un inconfort en été dans une pièce, par exemple parce qu'il y a de l'air stagnant, parce qu'il n'y a pas de ventilation, parce que, par exemple, une pièce qui est orientée sud et uniquement sud, elle reçoit beaucoup plus de soleil. Donc, les effets vont se voir plus par rapport à des pièces qui sont uniquement orientées au nord ou sont ouvertes au nord. Mais on aura peut-être plus de luminosité au sud que dans des pièces orientées nord. Dans le bâtiment, on est soumis à des surchauffes, à des effets de serre. Surtout en ville, tous ces effets de surchauffe sont accentués parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de pierres, de bitume qui stockent la chaleur et qui le restituent, diffusent la nuit. Et bien évidemment, comme vous l'avez vu au départ de cette présentation, il y a aussi les effets du réchauffement climatique qui fait que pendant 10, 20, 30 ans déjà, on a des températures moyennes en été qui sont largement au-dessus de ce qu'on a vécu dans les siècles d'avant. Alors, si on veut réarranger un peu ces problèmes, on voit qu'il y a des plus et des moins. Les plus, c'est les effets de serre, les surchauffes. Donc là, on parle des apports de chaleur, des apports de calories qui peuvent être externes, par les fenêtres, mais aussi par les toits et les murs, par le rayonnement du soleil. Et celui-ci peut être direct ou indirect. Donc, un rayonnement reflété par un sol clair rentre quand même dans la maison, dans les logements et contribue à l'effet de serre. On a aussi les apports internes, la cuisson, les appareils, les différents appareils électriques, les luminaires, etc. Donc ceux-là sont des apports et on évite de les avoir en été ou on essaie de les réduire. De l'autre côté, on a en été plutôt la difficulté d'abaisser la température intérieure. Il y a moins d'échange d'air en été et là, on a le besoin de rafraîchissement par l'air, par la ventilation, et éventuellement aussi par des matériaux. On parlera des matériaux de l'inertie tout à l'heure. Et on recourt des fois aussi à des techniques mécaniques de rafraîchissement, c'est les clims, mais c'est des techniques qu'on veut plutôt éviter. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardons les plus d'abord, les effets de serre. Donc, c'est la solarisation, les apports solaires. Quand on regarde le rayonnement sur des surfaces, ici dans ce graphique, vous voyez en rouge que le rayonnement est maximal sur une surface horizontale autour de midi. Voilà, c'est là où le soleil tape sur les toitures. Et ça, c'est bien pour les panneaux photovoltaïques, mais ce n'est pas bien pour les maisons, pour les habitats qui se réchauffent. Pour les façades qui sont orientées à l'est, le problème est plutôt le matin. Et puis après, on a plus d'ombre, donc ce n'est pas vraiment les façades à l'est qui posent un problème. Les façades sud, vous voyez que c'est comme des façades horizontales, donc c'est plus à midi, mais le soleil est haut dans le ciel, donc c'est un peu plus facile de se protéger du soleil. Par contre, le soir, quand le soleil se couche, il est à l'ouest, et donc sur les façades ouest, on a aussi beaucoup de rayonnement. Et le problème, c'est que le soleil est bas, il est intense, et le soir, on a envie de se rafraîchir, donc on ne veut pas faire rentrer du soleil par l'ouest le soir. Donc on voit qu'il est quand même
important de se protéger du soleil, mais selon l'orientation de la façade, ce n'est pas la même thématique, ce n'est pas le même problème. Un point faible dans les maisons, ce sont toujours les fenêtres. Alors les fenêtres, on en a besoin parce qu'on veut de luminosité, mais les fenêtres laissent passer plus de froid en hiver et plus de soleil en été. Là, on voit un peu un comparatif entre les murs, c'est la partie gauche, dont on mesure la performance en résistance thermique, le R. Il est de 10 pour des maisons très, très performantes, des maisons passives, et il est autour de 1 vers 0,6 pour des bâtiments qui ne sont pas du tout isolés. Par contre, si on regarde sur l'échelle de droite, c'est la flèche qui descend, on voit la performance des fenêtres qu'on ne mesure pas en R, mais en U. C'est l'inverse de la résistance thermique. Donc, vous voyez bien que les fenêtres passives, donc qui tournent autour de 0,6, 0,8 en termes du U, se situent quand même au même niveau de performance qu'un mur non isolé. Et des fenêtres double vitrage standard qui tournent autour de 1,3, 1,7 en U ressemblent plutôt à un mur non isolé par rapport à l'échelle de gauche. Donc les fenêtres sont moins isolantes que les murs et ils laissent passer plus de rayonnement solaire que les murs et les toits. Alors ça c'est bien en été, en hiver, mais c'est moins bien en été. Et la valeur physique qui nous donne donc cette part de rayonnement qui est absorbée par les matériaux ou par les fenêtres dans l'habitat, c'est ce qu'on appelle le facteur solaire. Ici, vous avez quelques exemples de facteurs solaires. Un simple vitrage, c'est 0,8, donc 80% des rayonnements passent à travers la vitre vers l'intérieur. Pour le double vitrage, triple vitrage, ça baisse à 0,6, 0,4. Un store qu'on met à l'intérieur pour se protéger, vous voyez que ça ne sert pas vraiment à beaucoup, avec des facteurs solaires de 0,3, 0,6. C'est mieux de se protéger avec des protections à l'extérieur. Un volet extérieur tourne autour de 0,1, 0,2. Voilà, donc on se protège déjà plus. Mais un mur ou une toiture, ça laisse passer moins de soleil. Ici, quelques exemples dans les photos de fenêtres qu'on retrouve à Paris, des Velux sous les toits de Paris. Ça, c'est un cas très difficile en été, parce que vous avez la toiture chaude et le rayonnement qui passe par les fenêtres. Donc ça, c'est quelque chose de difficile à gérer. Du simple vitrage, ou alors des parois qui sont complètement vitrées. Ça, c'est problématique en été. Ici, je vous montre quelques thermographies. Les thermographies, on les fait souvent en hiver pour voir comment le froid rentre dans les logements. Ici, on voit des thermographies d'été et c'est les problèmes que je vous ai mentionnés juste avant. Des fenêtres qui ne sont pas protégées par des volets, ils chauffent très très vite. Et vous avez aussi sous les toits, c'est les deux photos en bas, les deux effets que sous la toiture, vous avez beaucoup de chaleur qui stagne. Et en plus, si vous avez des isolants qui n'arrivent pas jusqu'au faîtage ou qui se tassent, vous avez vite des températures sous toiture, mais à l'intérieur du logement qui sont de l'ordre de 35 à 40 degrés. Donc, c'est assez problématique pour le confort. Alors, la difficulté, c'est aussi d'abaisser la température intérieure. Donc, parce que les matériaux emmagasinent la chaleur et aussi parce que les températures sont plus élevées le soir, quand on a plus envie de fraîcheur. On a donc besoin de ventiler, d'évacuer la chaleur par l'air, souvent, pour augmenter le confort thermique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors juste, je me permets, je vais lancer un petit sondage justement pour savoir un peu dans quelles conditions sont les participants. Donc vous pourrez continuer à présenter pendant ce temps-là. Je vous donnerai les résultats tout à l'heure.
Oui, très bien. Alors, quand on voit donc ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut prévenir les surchauffes pour justement éviter de devoir climatiser par la suite? Alors, il y a plusieurs aspects, plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, c'est isoler et apporter de la masse. Donc ça, là, on parle de l'isolation et de l'inertie. On parle aussi de déphasage. Il y a aussi la fonction du reflet, des couleurs de revêtement qui renvoient, qui peuvent renvoyer la chaleur. Ça, c'est une chose. Après, on parlera de créer de l'ombre, donc d'occulter, c'est des volets, les stores, etc. Et aussi le rôle de la végétation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour végétaliser et amener de la fraîcheur? Et puis finalement, quand on a de la chaleur à l'intérieur, ce qui va forcément être le cas en été, comment on peut l'évacuer? L'air intérieur se réchauffe, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les combles, les toitures, où vous avez aussi de l'air chaud qui stagne. Et puis finalement, il y a quelques gestes au quotidien qu'on peut observer pour éviter ou pour voilà, alléger un peu cette chaleur qui rentre. L'isolation. Donc l'isolation, c'est le fait de freiner un flux thermique. Ça fonctionne en hiver, mais ça fonctionne aussi en été. Il y a souvent la conductivité du matériau qui est mentionnée. La conductivité, c'est les watts qui rentrent par mètre carré, par mètre et par Kelvin. Et là, par exemple, vous avez dans le tableau quelques exemples d'isolants classiques ou moins classiques. Laine de roche, par exemple, 0,036 de conductivité. Un polystyrène, ça tourne autour de la même valeur. La laine de verre est un peu plus performante. À droite, vous avez quelques isolants dits biosourcés, naturels, la paille, qui est, on dirait, moins isolante pour la conductivité, 0,052. La ouate de cellulose et la fibre de bois qui ont à peu près les mêmes valeurs de conductivité. Par contre, le déphasage, c'est la capacité d'un matériau à rallonger ce flux dans le temps. Pour 25 cm d'isolation, la laine de roche a un déphasage de 4 heures, 4,3 heures. Le polystyrène, 4,7, la laine de verre, un peu plus de 5. Et là, quand on regarde les matériaux biosourcés, le déphasage est plus long, et c'est ce qu'on recherche en été. En fait, vous voulez un déphasage idéal de 12 heures, ça veut dire que quand la variation, l'amplitude de la chaleur à l'extérieur entre la chaleur de la journée et la fraîcheur de la nuit est complètement compensée, amortie par le temps que la chaleur met à rentrer chez vous. On peut dire que le déphasage est plus long pour les matériaux biosourcés parce qu'ils ont plus de masse. Ils ont une capacité thermique et une diffusivité plus intéressante pour l'été. Il faudrait beaucoup plus d'épaisseur pour les isolants industriels, synthétiques ou minéraux pour avoir ce même niveau de déphasage. Et il est évident aussi que isoler par l'extérieur, c'est préférable à isoler par l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous avez la masse qui est la pierre à l'intérieur, ben vous conservez la fraîcheur dans la pierre plus longuement et elle est protégée de l'extérieur par cette isolation qui empêche le soleil de la réchauffer. Si vous avez une isolation par l'intérieur, vous chauffez pendant la journée toute la masse de pierre ou de parpaing ou d'autres matériaux lourds. Et donc, cette chaleur, elle rentre pendant la nuit dans votre logement. On a des beaux exemples d'isolation avec des matériaux biosourcés.
Et, par exemple, dans la rue de la Convention, un mur a été isolé par de la paille, des bottes de paille, par la ville de Paris. Au milieu, vous voyez qu'il y a des combles qui sont isolés par de la ouate de cellulose. Donc, c'est aussi un matériau qui a un long déphasage. Et à droite, je vous ai mis aussi un autre point qui est intéressant d'isoler. Ce sont tous les isolants, tous les réseaux d'eau chaude qui traversent votre logement et qui chauffent inutilement votre habitation en été. Donc, il ne faut pas non plus oublier tout ce qui est à l'intérieur de l'habitation et pas seulement isoler les murs et les toitures qui sont voilà, exposés au soleil extérieur. Un exemple de toiture, un exemple courant, parce qu'en toiture, on a quand même souvent déjà un isolant, mais souvent on rencontre 10 cm de laine de verre ici. Donc ici, à gauche, vous voyez cet exemple d'une toiture. Il faut imaginer, bien sûr, que c'est une toiture inclinée, mais dans le schéma, voilà, c'est vertical. Vous avez à l'extérieur les tuiles, vous avez souvent un vide dans lequel de l'air circule, un isolant, et puis après, vous avez le revêtement intérieur. En dessous de ce schéma, vous avez les courbes de la température extérieure et intérieure. Et vous voyez, avec 10 cm de laine de verre, par exemple, vous avez un déphasage de 5 heures, donc le temps où le maximum de température à l'intérieur tarde sur le maximum que vous avez à l'extérieur. Si je remplace ces 10 cm de laine de verre par une fibre de bois, 10 cm, donc la même résistance thermique, un peu plus de 10 cm, vous voyez que rien qu'en faisant ça, vous allongez déjà le déphasage à 8h30, plus ou moins. Alors, comme ça, vous avez un exemple de l'effet de la masse de cette isolation par rapport à cet isolant-là. Cet exemple nous montre aussi que 10 cm en toiture, c'est insuffisant parce qu'il faut plutôt viser un déphasage de 12 heures. C'est pour ça qu'on dit souvent en toiture, on vise des épaisseurs de 25 à 40 cm d'isolation. Dans cette image, vous avez un immeuble qui était récemment isolé avec de 30 cm de laine minérale dans les combles perdus. Donc ça, c'est des logements collectifs, un immeuble de cinquantaine de logements. On aurait pu prendre de la ouate de cellulose. Voilà, des fois, il y a des choix qui sont faits pour la laine minérale. Ici, à droite, vous avez l'exemple d'une maison avant et pendant des travaux. Avant les travaux, vous avez dans les thermographies, on a constaté des faiblesses, des défauts dans l'étanchéité à l'air, où il y a de l'air froid en hiver qui rentre, et puis il y a la laine de verre qui n'arrive pas tout à fait jusqu'au bout, donc c'est des points froids, c'est des ponts thermiques. Voilà, ça aurait été mieux de rénover ou de construire dès le début de cette manière-là, avec par exemple ici plusieurs couches de fibres de bois entre les chevrons, plus une autre couche par-dessus. Et là, vous avez un confort thermique en été qui est beaucoup plus élevé que dans ce cas-là en haut. Quand on a isolé, il reste les fenêtres. Et pour les fenêtres, il faut se protéger différemment. Il y a les débords de toiture. Ça fonctionne très bien pour les orientations sud, parce qu'en hiver, quand le soleil est bas, vous voulez que le soleil rentre et vous chauffe gratuitement, mais en été, vous voulez vous protéger. Et donc, on est capable dans une conception de rénovation,
ou de construction neuve, de calculer quel débord, combien de mètres, de centimètres on a besoin pour se protéger du soleil l'été. Les brise-soleil sont un autre outil de se protéger. C'est surtout intéressant quand on a besoin de luminosité. Donc, ça se voit surtout, bien sûr, dans les bureaux, dans les bâtiments du bureau, mais ça peut aussi avoir sa place dans des façades, des fenêtres qui sont orientées sud, par exemple. Parce que vous avez le soleil qui est haut dans le ciel, donc il faut juste une petite casquette et toutes ces lames horizontales des brise-soleil orientables vous protègent du soleil, mais vous avez quand même de la luminosité et la vue vers l'extérieur. Les stores, bien évidemment, sont d'excellents moyens de se protéger du soleil. Ce n'est pas toujours possible à Paris. Les volets, bien évidemment. Il y a des volets de tout type. Et vous voyez sur l'exemple en bas à droite que vous avez quand même un tout petit peu de luminosité qui rentre. Donc, il faut choisir ces volets en fonction de l'orientation et de l'utilité, de la fonction de la pièce que vous allez avoir en été. Les fenêtres, le rôle des fenêtres, c'est d'apporter de la luminosité, mais aussi de voir à l'extérieur, d'avoir un confort visuel. Souvent, on voit dans des constructions des années 60-70 beaucoup de surfaces vitrées. Sur les thermographies en hiver, ça fait des surfaces très répétitives. Donc, il faut penser aussi à ne pas trop vitrer son logement. Voilà, ça, c'est quelque chose, c'est une question qui se pose moins en rénovation, puisqu'on ne peut pas vraiment intervenir là-dessus. Mais on peut intervenir en construction neuve et quand on fait des travaux assez lourds, on pourrait y penser. Les fenêtres ont un lien aussi avec la ventilation et je fais le lien avec la page suivante, avec des fenêtres oscillobattantes, parce que les fenêtres oscillobattantes, vous pouvez les ouvrir la nuit pour ventiler, tout en ayant un niveau de sécurité assez confortable quand même. Vous n'allez pas ouvrir au rez-de-chaussée votre fenêtre pendant toute la nuit, mais si vous avez la possibilité de l'entrebâiller, c'est un excellent moyen de ventiler. Voilà, quand on a la chaleur qui est entrée, il faut ventiler. Si on a une fenêtre par pièce, une ouverture, évidemment, c'est moins efficace que si on peut avoir une ventilation qu'on appelle ventilation transversale. Ça veut dire qu'au nord et au sud, ou à l'est et à l'ouest, on peut ouvrir des fenêtres, on peut ouvrir les portes et la fraîcheur de l'air de la nuit peut rentrer pendant qu'on dort. Ça, c'est par les fenêtres, une ventilation nocturne transversale. Quand on a une ventilation mécanique, une VMC, on peut aussi mettre la ventilation simple flux sur un débit élevé la nuit. Donc, l'air frais rentre par les entrées d'air et est extrait par le caisson de ventilation, soit un caisson individuel, soit un caisson collectif. Quand on a une double flux, ça c'est pour des maisons BBC, souvent passives, on active le bypass, ça veut dire que l'air chaud qui sort ne réchauffe pas l'air frais qui rentre. Donc il faut aussi le mettre sur un débit élevé, la double flux, et activer le bypass. Et on peut aussi, comme le faisaient déjà les Romains, coupler cela à un puits canadien. Donc ça c'est très limité en ville, mais ce sont des techniques qui se font dans des maisons assez performantes quand on a la surface disponible. Troisième stratégie, c'est la végétalisation. La végétalisation en toiture, en façade, dans une cour. Il y a de plus en plus de façades à Paris qui sont végétalisées,
des fois, il y a les mairies qui encouragent ce type de travaux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la végétalisation n'est pas un isolant. Donc, si vous avez une toiture végétalisée, elle ne vous isole pas en hiver du froid. La végétalisation vous apporte un peu de masse, un peu d'inertie au-dessus d'un isolant, et elle contribue à rafraîchir parce que ça encourage l'évaporation de l'humidité et donc un rafraîchissement passif pour votre bien-être. En façade, la végétalisation est possible. Par contre, il faut penser au poids que ça représente et voilà, aux fixations qu'il faut prévoir dans les murs pour permettre à un végétal à monter, comme vous le voyez ici en haut à droite sur cette photo. Et bien évidemment, il y a aussi un certain entretien à prévoir. Végétaliser aux abords, c'est plus simple. On peut penser à des plantes sur des appuis de fenêtres, on peut planter des plates-bandes végétalisées en dessous des fenêtres, ce qui est bien parce qu'il y a l'évaporation, évidemment, et on interrompt aussi le reflet du rayonnement par les trottoirs, par les terrasses, qui peuvent apporter un rayonnement solaire, donc contribuer à l'effet de serre et la surchauffe à l'intérieur. Donc, les pergolas, si on a la place, tout ça, c'est très bien pour atténuer les effets du soleil. Et bien évidemment, si on a la possibilité d'avoir des espaces verts au lieu d'espaces de pierre ou de bitume, cela contribue bien évidemment également à rafraîchir tout un îlot de logement. Pour les arbres, par exemple, pensez à privilégier les arbres à feuillage caduc parce que voilà, ça vous protège en été par l'ombrage que les arbres font, mais ça laisse passer le soleil en hiver quand vous avez justement besoin du soleil, vous avez envie d'avoir que le soleil rentre et chauffe la maison. Quelques gestes au quotidien. Baisser les stores dès le début de l'ensoleillement, ça c'est clair. Fermer les volets durant la journée, surtout quand on n'est pas là. Fermer les fenêtres pour éviter que la chaleur rentre pendant la journée. Et puis la nuit, on fait l'inverse. On entrebâille les fenêtres, on crée des circulations d'air. On met la ventilation en surventilation, on appelle ça. On végétalise devant les baies, on crée des pergolas, etc. Toutes sortes de végétalisation est intéressante. Et on arrose aussi le soir. Ça crée une évaporation en plus, donc ça rafraîchit aussi les logements. Pensez à limiter les apports internes. Donc voilà, peut-être lors de la cuisson, ne pas faire des rôtis, mais plutôt des salades. Éteindre les appareils, les fours, la lumière, les LED consomment et diffusent beaucoup moins de chaleur que des ampoules halogènes, par exemple. Donc, tout ça, ça s'additionne pour avoir un effet significatif sur votre bien-être en été. Et puis, voilà, n'oubliez pas d'utiliser des ventilateurs qui vont créer des courants d'air, mais qui vont aussi contribuer à ce qu'il y ait un peu d'évaporation et un rafraîchissement de l'air et des matériaux. En résumé, donc, il faut limiter les apports, empêcher la chaleur de rentrer, limiter les apports internes et évacuer la chaleur quand elle est dedans. Donc ça se fait surtout la nuit. Et en faisant cela, on évite souvent le recours à une clim qui est énergivore et voilà, coûte de l'argent et pas très bien pour le climat. Très bien, merci Monsieur Dorn. Avant de passer la parole à Monsieur Cousin, je vais vous donner les résultats du sondage que j'ai passé pour voir un peu les caractéristiques des personnes qui nous suivent. Donc, 74% des personnes ont trop chaud en été, ce qui est assez courant. 48% vivent en étage intermédiaire et 32% directement sous les toits. On a plutôt une orientation sud ou est pour les logements qui sont en mono-orientation.
Et sinon, on a 48% de logements qui sont traversants, donc avec potentiellement la possibilité de faire une surventilation. Et on a 71% de personnes qui ont des volets ou des stores, ce qui est déjà pas mal pour se protéger du soleil. Donc, je vous remercie en tout cas pour ces résultats. Monsieur Cousin, vous êtes prêt à nous présenter votre projet? Oui, je suis là. J'ai été sollicité par l'Agence parisienne pour le climat pour apporter un témoignage suite à des travaux qui ont été réalisés dans ma copropriété. Je suis un habitant du 18e arrondissement de Paris, près du quartier de la Marque-Colincourt, et notre logement est orienté plein sud. Il y a eu des travaux de rénovation qui ont été entrepris depuis mai de l'année dernière, afin notamment de procéder à une isolation thermique par l'extérieur et aussi à un changement des systèmes de chauffage de la copropriété. Ce qui tombe à pic avec la présentation de Monsieur Dorn notamment, car nous avons pu apprécier les effets d'une isolation thermique par l'extérieur, contrairement à une isolation thermique par l'intérieur, qui s'est avérée très efficace, notamment lors des coups de chaleur qui se sont produits en juillet de l'année dernière. Et il y avait effectivement, lors de ces coups de chaleur, des pics jusqu'à 34 degrés de mémoire à l'ombre en plein Paris. Et lors de ces pics, en général, avant les travaux, notre appartement pouvait monter jusqu'à 29-30 degrés en température ambiante en intérieur, ce qui est une chaleur difficilement supportable pour beaucoup d'entre nous. Et après les travaux qui ont eu lieu, il y a eu donc une isolation par l'extérieur qui a été faite sur les façades avec une peinture claire pour refléter un maximum la lumière et sans aucun autre système de rafraîchissement, sans aucun ventilateur. Et sans même la présence de volets extérieurs, juste des rideaux non opaques, la température s'est stabilisée à 23 degrés en intérieur lors des coups de chaud les plus intenses lorsqu'il y avait quasiment 34 degrés en juillet dernier. Voilà, donc ça, c'était effectivement pour attester de l'efficacité de ce genre de travaux qui sont qui sont effectivement relativement simples et peu révolutionnaires en fait. Donc voilà, ça c'était le plus grand témoignage que je pouvais apporter. C'était qu'effectivement, il y a une grosse réduction de la chaleur en intérieur et un confort d'été sensiblement amélioré suite à la réalisation de ces travaux en extérieur. Je suis évidemment disposé à répondre à d'éventuelles questions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'époque à peu près de votre immeuble? C'est un immeuble qui a été construit dans les années 60 de mémoire. D'accord. Et je ne sais, alors je me souviens plus si vous l'avez dit, c'est quel type d'isolant qui est posé sur votre façade? Alors, c'est une mousse. Je ne sais plus exactement quel type d'isolant c'est, mais c'est une mousse en fait. C'est un matériau relativement récent. Et il a été posé en fait directement sur le mur qui lui était en parpaing recouvert de crépi avec une colle et par la suite ils ont mis un enduit supplémentaire de couleur blanche pour pouvoir refléter au maximum. Ce sont des plaques de mousse en fait qui ont qui ont une double propriété. Ce qui fait qu'en fait il faut les poser dans le bon sens contre les surfaces. L'idée étant qu'ils sont capables de retenir la chaleur en hiver et de retenir la chaleur lorsqu'il y a du chauffage en hiver et de bloquer la chaleur en extérieur pour les jours d'été. D'accord. Donc, a priori, c'est une mousse résolique, c'est ça? Je crois que c'est ce type d'isolant. Alors, effectivement, il est intéressant, mais uniquement pour du bâti plus récent, donc pas sur du bâti ancien de type brique ou pierre, mais ça fait partie des isolants possibles.
c'est pas le moins cher, mais c'est une des solutions envisageables. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ce recul. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à nous présenter. Vous êtes actuellement en cours de travaux, c'est ça? Il reste encore des travaux à faire effectivement, mais concernant tout ce qui est l'isolation thermique, c'est l'essentiel est réalisé. Donc, D'accord, très bien. Et vous avez donc déjà pu supporter un été grâce à cette isolation? Oui, c'est ça. Concernant l'isolation thermique, la réalisation de ces travaux a réalisé quelques mois à partir du mois de mai dernier et en prenant en compte les difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Et voilà, l'isolation a été un peu terminée juste avant en fait, le début de l'été, c'est-à-dire à la mi-juin. Et donc, ce qui fait que nous avons pu en profiter vraiment au moment où il y a eu les pires coups de chaud en juillet. Tout à fait. D'accord, très bien. Je vous propose qu'on commence les questions et puis, Monsieur Cousin, si vous avez une remarque ou un élément de contexte à proposer, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, ce sera sûrement Monsieur Dorn plutôt, mais en tout cas, je vais commencer les questions. N'hésitez pas donc à indiquer vos questions à l'écrit dans l'onglet Q&R que vous pouvez trouver en bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure, sachant que pour tout ce qui est questions spécifiques à votre immeuble, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro pour avoir un suivi plus personnalisé de votre projet. Alors, donc, nous avons une question. Donc, la question, c'est quelles sont les techniques d'isolation par l'extérieur qui sont performantes en termes à la fois de confort d'été et de confort d'hiver? Je pense notamment au béton de chanvre. Ce dernier a-t-il un bon rapport qualité-prix? Est-il d'une utilisation suffisamment souple pour une opération regroupant à la fois une requalification thermique de l'existant et une surélévation? Donc une grosse question. Donc n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour répondre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Alors, quand on parle d'isolation, on parle de la conductivité du matériau. Donc, c'est par exemple le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Les valeurs un peu standards d'un isolant, c'est 0,04, voilà, un peu moins, un peu meilleur que ça. Donc, dès que vous avez donc, la conductivité d'un isolant, vous isolez en hiver comme en été. Un béton de chanvre, ce n'est pas vraiment un isolant. Un béton de chanvre, c'est un matériau très intéressant pour la rénovation, mais il est moins isolant qu'une fibre de bois ou la paille ou la laine de verre ou autre chose. Donc il faut vraiment regarder les valeurs physiques, la conductivité et le déphasage pour être compatible en hiver et en été. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, il faut regarder, est-ce que c'est un isolant? Est-ce que j'ai une bonne conductivité? Et c'est ça qui va vous donner l'épaisseur qu'il vous faut. L'épaisseur d'un isolant, elle est plutôt donnée par les aides financières, si je peux dire, parce que on a beau isoler, il faut une certaine épaisseur pour avoir les aides. Donc, c'est une résistance thermique, par exemple, pour les murs de 3,7 qu'il faut atteindre. Donc, pour les murs, on est souvent sur des épaisseurs de 13, 14, 15 cm. Et pour les toitures, il y a d'autres seuils à atteindre pour avoir les aides. Et donc, les travaux sont souvent calés sur ces seuils liés aux aides financières. Oui, sachant que donc effectivement le béton de chanvre actuellement n'est pas considéré comme un isolant dans le sens où il n'a pas une résistance thermique suffisante la plupart du temps, donc un temps de déphasage adapté. Par contre, dans certains cas, ça peut être une des seules solutions possibles et il est adapté
aux bâtiments anciens. C'est ça. Voilà, donc voilà, c'est une solution proposée parmi d'autres, mais elle ne sera pas privilégiée dans le sens où ce ne sera pas considéré comme un isolant thermique à la fois en été et en hiver, comme on peut avoir pour les autres matériaux qu'on vous a présentés. Donc merci. Donc on va passer à la suivante. Alors, est-ce que vous pouvez développer des techniques possibles pour une ventilation passive de la cave vers les combles? À vous de me dire si vous connaissez cette technique. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré, mais la cave est un espace tampon frais. Donc si on a des ouvertures, des entrées d'air dans la cave, et la cave communique avec le logement, on pourrait récupérer cette fraîcheur de la cave et l'amener dans l'habitation. Voilà. Par contre, il y a des aspects peut-être de poussière ou d'autres choses à gérer. Le principe est le même qu'un puits canadien ou un puits provençal. On essaie de puiser dans de l'air frais pour l'amener dans l'habitation pendant la nuit. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, ça n'a pas été encore installé en copropriété, mais ça peut être étudié dans le cadre d'un projet de rénovation globale. Donc là, nous avons une question alors, plus spécifique sur les rideaux thermiques. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que la personne qui s'est appelée confort d'été veut dire. Sinon, je vais lui demander de repréciser. Voilà, donc si cette personne peut repréciser dans les questions. Alors, comment faire si l'on ne peut pas ouvrir les fenêtres à cause du bruit? Oui, bien évidemment, ça c'est difficile quand on est à côté du périphérique ou ailleurs. Alors, si on ne peut pas ouvrir les fenêtres, donc des fois, entrebâiller les fenêtres, ça peut déjà aider beaucoup parce qu'on a quand même un très bon échange d'air rapidement en entrebâillant les fenêtres. Si on ne peut pas le faire, il y a quand même des entrées d'air acoustiques. Ça veut dire qu'on rajoute à des entrées d'air qu'on devrait avoir normalement dans les fenêtres, c'est là où rentre l'air, des petits... un petit canal que l'air traverse et le bruit est atténué. Et comme ça, on peut, en hiver, comme en été d'ailleurs, réduire le bruit qui vient de l'extérieur. Donc ça me paraît être la seule manière de réduire le bruit en ventilant quand même. D'accord. Très bien. Il y a une question pour Monsieur Cousin qui est de demander par rapport au confort l'hiver, justement. On parle du confort d'été, mais est-ce que vous avez vu également une amélioration en hiver? Pour l'amélioration en hiver, j'ai été absent du mois de janvier au mois de mars, mais il y a eu des températures relativement froides au mois de novembre et en décembre. Et je peux ajouter effectivement qu'on a également changé des fenêtres, qui sont des fenêtres à haute performance thermique, pardon. La diminution naturelle de la température était beaucoup plus lente, effectivement. Je peux confirmer ça. Très bien. Alors, une question un peu plus précise. Donc, dans un immeuble haussmannien de 1900, avec toiture double pente en zinc ardoise, a-t-on intérêt à supprimer les combles fermés d'une hauteur de 80 cm pour poser une isolation sous toiture avec la question, est-ce possible d'isoler par l'extérieur la toiture par rapport à la réglementation et peut-on s'attendre à un gain significatif? Alors, est-ce que je comprends bien, donc vous voulez isoler les rampants de la toiture plutôt que les combles, le sol des combles? Est-ce que c'est ça là? Alors, je ne peux pas vous le préciser, c'est SLG qui a posé la question. En tout cas, sur le point de l'isolation par l'extérieur, donc c'est-à-dire quand il y a une dépose
totale de la toiture, c'est possible. Ça nécessite, comme tous les travaux d'extérieur, une autorisation de la ville de Paris et un travail en amont entre l'architecte et les services de l'urbanisme. Mais il est tout à fait possible de le faire avec une légère surélévation de la toiture. C'est autorisé et ça correspond à la démarche normale dans le cadre d'un projet de rénovation. Donc après, effectivement, donc si on supprime des combles fermés pour poser, oui, ça doit être sur rampant, je pense. En tout cas, vous pouvez répondre là-dessus. Les deux sont possibles. Il faut, dans le cadre d'une étude thermique pour rénovation, on peut simuler les deux cas, mais isoler la toiture, c'est important. Et aussi ventiler la toiture, l'espace entre les tuiles, l'ardoise ou le zinc et l'isolation. Ça, c'est très important parce que sous la toiture, vous pouvez avoir 40, 50, 60 degrés. Et si ça stagne, ça vous chauffe les logements pendant la nuit, en été, ce que vous voulez éviter. Donc, créer des ouvertures de ventilation, c'est très important. Ventiler entre le revêtement extérieur et l'isolation, ça aussi, c'est très important de faire. Mais en général, isoler les combles perdus ou isoler les rampants, ce sont deux techniques assez comparables pour le confort d'été. Oui, très bien. Alors, autre question. Donc, il y a eu un retour sur ce que sont les rideaux thermiques. Donc, ce sont des stores anti-chaleur et anti-froid. Donc, je suppose que c'est en intérieur de type réflexe sol. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de Alors, je ne connais pas ce type de produit. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que des stores à l'extérieur seront toujours mieux qu'une protection à l'intérieur. Quand vous avez une protection à l'intérieur, c'est plus difficile qu'elle soit vraiment étanche et vous créez une couche d'air entre le vitrage et votre rideau qui se chauffe. C'est de l'air qui chauffe et donc ça fait comme un radiateur qui reste là. Quand vous évitez que le soleil et les rayons traversent la fenêtre, vous le laissez à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus performant. Très bien. Alors, donc la précision de SLG par rapport au changement à l'isolation en sous-toiture. Donc, c'est un comparatif du gain entre une isolation sous-toiture par rapport à des combles existants qui sont fermés. Donc, je pense à des combles perdus. Oui, je pense que la réponse est isoler. Hein, que vous isolez les combles perdus par un isolant que vous versez en vrac sur le plancher haut, ou que vous isolez les rampants, vous allez avoir un gain de confort en été comme en hiver. Mais des combles vides, non isolés, ne sont pas isolantes. Hein. C'est un espace tampon qui se réchauffe en été et qui est cause d'un inconfort, qui va chauffer les logements qui sont en dessous. Oui, d'ailleurs, après, ça peut être plus facile techniquement d'isoler des combles perdus, parce qu'effectivement, surélever une toiture peut être complexe. Donc, quand il y a des combles perdus qui font toute la surface de la toiture, ce sera souvent privilégié, mais n'hésitez pas à étudier d'autres solutions qui peuvent être aussi adaptées et qui peuvent vous faire gagner ce confort. Alors, donc j'ai une question. Peut-on coupler une isolation extérieure avec une végétalisation? Quels en seraient les bienfaits? Y a-t-il des précautions à prendre pour la structure de l'immeuble en termes de sécurité? Et alors, les deux peuvent se combiner. Par contre, la végétalisation a besoin d'un support. Et ce support, il doit être fixé dans le mur, donc pas dans l'isolation, mais dans le mur.
Il existe aujourd'hui des systèmes de fixation isolante, ça veut dire des fixations qui contiennent des mousses isolantes, autres, donc qui ne sont pas des ponts thermiques très importants, mais il faut pouvoir les fixer dans le mur. Donc il faut le prévoir, c'est un coût supplémentaire et ça nécessite aussi de vérifier si la structure peut supporter le poids de ces fixations et surtout de la végétalisation qui va s'y accrocher. Donc, oui. Voilà, c'est possible techniquement. Tout à fait. Et là-dessus, alors pour la partie végétalisation, vous pourrez compléter si vous avez des questions plus spécifiques par un webinaire qu'on a fait, que je vous mettrai dans le mail avec les PowerPoint sur la végétalisation, qui ne parle pas d'isolation, mais donc on parle bien là d'un complément pour le rafraîchissement. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour la végétalisation, vu qu'il y a des contraintes techniques, comme vous avez pu l'entendre, que ce soit en toiture et en façade, il y aura une faisabilité technique qui sera précisée spécifiquement par rapport à cette question-là. Notamment en toiture, le poids de la terre joue sur les techniques possibles, puisque vous pouvez avoir une structure, donc un immeuble, qui supporte mal un poids supplémentaire. Donc tout ça, ce sera étudié par le professionnel qui vous fera cette proposition de solution. Voilà, mais les bienfaits de la végétalisation, en plus de l'isolation extérieure, elle est existante. Hein. Vous créez de l'ombrage, vous créez l'air chaud s'évacue, il y a de l'évaporation, donc un rafraîchissement. Donc c'est intéressant à étudier. Oui, tout à fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les indiquer dans l'onglet Q&R. Autre question, donc c'était plus sur une question de pont thermique. Est-ce que quand les combles sont isolés, on a un pont thermique sur l'arête du toit? Alors, quand on isole donc, les combles perdus, l'enveloppe thermique s'arrête au plancher haut. Donc, la toiture, ce qui se passe au-dessus, c'est moins important. Si vous isolez les rampants de la toiture, au lieu du plancher des combles perdus, il faut que l'isolation soit continue, et donc que le faîtage ne soit pas non isolé, parce que sinon vous allez avoir ce qu'on a vu dans une des photos thermographiques en été, vous avez la chaleur qui stagne en haut, et il faut aussi penser à connecter cette isolation avec l'ITE des murs. Donc c'est là où la jonction et la continuité de l'isolation se fait. Donc il faut penser à s'envelopper complètement. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les ponts thermiques. Ce sont tous les espaces qui ne sont pas isolés ou qui sont moins étanches notamment et qui laissent passer toute la chaleur ou le froid. Et c'est là-dessus qu'il y a une vraie surveillance à avoir tout au long de la pose et même après sur la qualité de cette pose. Et donc, dans tous les cas, c'est prévu, les artisans ont cette obligation de bien poser l'isolant et de bien prévoir de supprimer le maximum de ponts thermiques quand c'est possible. Donc nous avons une dernière question, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous proposer à les mettre dans l'onglet Q&R. Et je vais vous inviter également à répondre au questionnaire de satisfaction et à nous donner votre adresse mail pour recevoir le PowerPoint et plusieurs éléments de contexte sur ce sujet-là. Alors, la dernière question que nous avons actuellement, c'est sur des solutions de climatisation, rafraîchisseurs, pompe à chaleur. Donc, sur le principe, nous, on ne les conseillera pas de premier abord. Donc, ce sera d'abord conseillé d'isoler la toiture, les façades
et de réfléchir à la ventilation, et la climatisation, ce sera en dernier recours, sachant qu'il y a des solutions individuelles et éventuellement collectives. Donc je ne sais pas, Monsieur Dorn, si vous avez des éléments là-dessus. Alors, on a un peu le même positionnement, hein. Quand on isole et quand on fait tout le reste, on n'a pas vraiment besoin de clim. C'est, en tout cas, probablement pas en région parisienne. Peut-être dans le sud, c'est un peu plus nécessaire, mais en fait, nous, on travaille sur des rénovations, mais aussi sur des constructions passives. Et si on suit les conseils de bon sens, isoler, ventiler, tous les aspects de la conception bioclimatique, on évite, je dirais dans 100% des cas, la clim. Ce n'est pas vraiment une nécessité technique. C'est plutôt pour moi un signe de faiblesse ailleurs. Tout à fait. Voilà. Là-dessus, nous, on va pouvoir vous envoyer un certain nombre d'articles grand public qu'on a fait sur ce sujet pour compléter. Donc, il y a notamment comment protéger votre logement de la chaleur. Donc, ce sont d'abord des conseils d'usage, et ensuite, ça rappelle l'intérêt de l'isolation, enfin, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez également un article qui complète sur les bons gestes à adopter avec un guide, et comment éviter la climatisation, donc notamment par tout ce qui est ventilation, et je pense notamment aussi, on a un système, enfin il y a une explication du rafraîchissement adiabatique. Donc ça, ce sont des solutions qui peuvent être provisoires en attendant que vous fassiez des travaux de rénovation globale avec cette prise en compte du confort d'été, ou des solutions s'il fait vraiment trop chaud en période de canicule, donc ponctuellement. Actuellement, pour des travaux plus lourds avec des solutions de climatisation, nous n'avons pas de retour d'expérience en rénovation sur ce sujet-là, pour la partie climatisation. Alors, il y a une question sur que valent les films adhésifs à coller sur les vitrages. Donc, je pense les films qui ralentissent l'entrée du rayonnement solaire. Oui, les films, donc ça baisse le facteur solaire, donc le rayonnement qui rentre. En général, ce que vous voulez avoir en été, c'est éviter que le soleil rentre, mais en hiver, vous voulez que le soleil rentre, justement. Si vous collez des films adhésifs, ça vous réduit aussi les apports solaires en hiver. Si vous avez la possibilité de mettre d'autres masques, des stores, des volets, etc. en été, vous n'aurez pas besoin de ces films adhésifs parce que voilà, ponctuellement en été, vous intervenez et en hiver, vous allez être chauffé par le soleil gratuitement. Donc il faut voir les avantages et les inconvénients des choses. Ce qui est un avantage en été est un inconvénient en hiver pour ces films. Oui, tout à fait. Nous avons une... Allez-y, oui, allez-y. Voilà, donc peut-être sur des fenêtres orientées ouest, ça peut avoir un intérêt plus important parce que c'est le soleil bas l'après-midi, le soir, en été qui rentre comme ça, et c'est des fois plus difficile à ombrager. Oui, tout à fait. Donc, nous avons une question sur les îlots de chaleur. Donc, effectivement, est-ce qu'il suffit de travailler sur les bâtiments ou faut-il prévoir d'agir sur les voiries, les arbres? Donc, ça ne suffit pas pour les îlots de chaleur de travailler que sur les bâtiments. C'est pour ça que vous avez un plan chaleur sur la ville de Paris qui développe la végétalisation. Je pense notamment aux cours végétalisés dans les écoles. Donc, petit à petit, ce sont des mesures qui sont prises en compte au-delà de l'habitat.
Et vous pouvez également prévoir de revégétaliser une cour, si c'est le cas d'une cour bétonnée, pour aussi supprimer cet îlot de chaleur dans le cadre de votre projet. Donc ça, c'est aussi pour tout ce qui est végétalisation de la cour, comme l'isolation, c'est des travaux sur lesquels nous, on peut vous accompagner dès le début de la réflexion par le biais de la plateforme Coach CoPro. Donc, nous avons une dernière question sur les rafraîchisseurs adiabatiques. C'est une solution qui n'est pas magique, mais qui en tout cas vous permet d'avoir un gain de confort de quelques degrés quand il fait très chaud. Donc, vous en avez qui s'achètent dans le commerce. Donc, vous mettez de l'eau dans le rafraîchisseur et vous allez avoir une ventilation humide qui va être produite par ce rafraîchisseur. Après, vous en avez aussi, enfin, vous pouvez rajouter des glaçons également. Et après, il y a le système de mettre un ventilateur devant une serviette humide. Donc, c'est le même principe hein, qu'un rafraîchisseur adiabatique. Donc, tout ça, je vous le mettrai dans le mail de synthèse pour que vous ayez ces petits éléments, soit pour attendre des travaux plus lourds, soit parce que vous n'êtes pas forcément tous propriétaires. Donc, vous pourrez vous inspirer de ces solutions. Donc là, je n'ai plus de questions. Donc, après, il est 15h50. Donc, s'il n'y a pas de questions là qui ressortent, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Sachant que donc, vous avez dans le chat le lien vers le SurveyMonkey, donc le lien pour obtenir le PowerPoint. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro si vous souhaitez être accompagné de manière plus précise. En tout cas, je remercie Monsieur Dorn, Monsieur Hierro et Monsieur Cousin pour vos interventions. Merci également aux spectateurs présents qui ont posé les questions qui étaient très pertinentes. Et donc, comme je vous ai dit, vous pourrez revenir vers nous pour d'autres questions. Le replay de cet événement sera sur notre chaîne YouTube sous une semaine. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Alors, hop, je